Bonjour à tous, bonjour Camille, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien. Du coup, on est deux et nous, les deux. On va très bien. Écoute, aujourd'hui je suis très contente de faire cet épisode parce que déjà ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode sur la com, le monde de la publicité, etc. La publicité, on n'en a même jamais fait. Et moi c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un secteur que j'ai envie de découvrir plus tard, peut-être dans mon futur métier. Donc ravie de t'interviewer aujourd'hui Camille. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc nous dire ton âge et le titre exact de ton métier. Alors moi, donc, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans depuis peu et je suis responsable de la communication publicitaire des programmes Canal+. Okay. Avec un spectre particulier qui est celui des créations originales Canal+, et des séries étrangères. Donc le monde des séries, quelque chose qu'on n'a pas encore sur le job show, très très cool. Et avant de parler de ton métier, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études et comment tu en es arrivée chez Canal+. Ouais. Alors, en fait, au moment du lycée, du bac, je voulais faire du design. Puis je voulais aussi devenir comédienne et chanteuse, et je voulais, bon bref, tout sauf la com. Je sais pas pourquoi, en fait pourquoi c'est arrivé comme ça, mais je me suis retrouvée en licence de lettres, édition, médias, audiovisuel à la Sorbonne. Parce que j'aimais bien la littérature et en fait je voulais faire 2-3 ans, enfin je voulais faire une licence de lettres et ensuite aviser, faire peut-être effectivement soit du théâtre, soit essayer de faire une école de design. Je voulais devenir architecte d'intérieur. En fait je savais pas trop quoi faire, à vrai dire. Et pendant cette licence j'ai découvert la com et notamment j'ai découvert une école qui s'appelle le CELSA. Oui. Que j'ai voulu intégrer. Donc j'ai passé un concours au bout de la 2e année, puisque c'est une école post-prépa techniquement, mais moi j'ai pas fait de prépa. Et j'ai eu ce concours et j'ai intégré un master communication, pub, marketing, avec une option branding. Branding. Voilà. Okay. Et donc quand j'ai fait plein de stages aussi pendant ce master-là. Enfin, j'en ai fait 3. Une en agence de publicité digitale, une autre en agence de publicité plus classique à l'étranger, aux États-Unis, et un dernier chez TF1. Et en fait, c'est chez TF1 que j'ai un peu découvert le monde. Je regardais déjà énormément de séries, énormément de contenu. J'adore le cinéma. Enfin, voilà, j'étais déjà une fan de contenu audiovisuel. Et c'est chez TF1 que j'ai découvert tout ça et que j'ai mis un pied dans le monde de l'audiovisuel. Et pourquoi Canal ? Parce que c'est les pubs t'ont toujours un peu fasciné chez Canal. Canal, c'est connu aussi pour sa publicité, pour son ton un peu décalé. Alors, pourquoi ? C'est hyper important. C'est une anecdote véridique. À partir du moment où j'ai intégré le CELSA et où j'ai découvert la pub, aussi parce que je trouve que la publicité a un côté extrêmement créatif. Et moi, j'adore tout ce qui est créatif. Et ben, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé Pub préférée. Ah, pas mal. Vraie anecdote. Et dans ce dossier-là, j'ai mis une pub que j'avais vue de Canal qui s'appelle le Stadier, qui est une pub qui fait la promotion de l'application MyCanal à l'époque, et notamment de la retransmission en direct sur l'application. Et donc qui est une publicité qui montre un stadier dans un stade de foot qui en gros est dos au match et qui à chaque fois qu'il a un match il voit la ferveur du public se lever, la foule est en transe et puis les gens qui se mettent à pleurer, ah là là mon Dieu on a gagné et tout, et sauf que lui il peut jamais se retourner, donc il entend tout mais il voit rien. Et un jour sa famille arrive, ils se mettent dans les gradins en face du stadier avec un iPad avec MyCanal dessus et la retransmission en direct, et comme ça il peut avoir le bruit du stade et puis l'image devant. Et cette pub m'a vraiment fait pleurer. Et donc du coup j'ai décidé que c'était ma publicité préférée à l'époque, et c'est de là qu'est venu Canal. Donc j'ai toujours voulu travailler chez Canal pour la pub de Canal. Donc après TF1, j'ai fait une petite pause pour faire de la musique, du théâtre. Et ensuite, je suis allée chez Brut pendant 1 an et demi, où là, j'étais chargée de brand content. Et je pars de chez Brut, et là, je vois un post pub
pour Canal. Je me dis, il est pour moi, en fait. Il est pour toi. Destin. Et voilà. Il est pour toi, c'est ouf. Et donc maintenant, t'es chez Canal. Et du coup, t'es responsable de communication publicitaire. Ça veut dire quoi un peu? Parce que c'est un terme assez large, mais on sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est vrai, ça veut tout et rien dire. En fait, je suis chargée de déployer des campagnes de publicité pour faire la promotion des séries Canal+. Donc, en l'occurrence, quand une série Canal+ peut être... il y a différentes typologies de séries. Les créations originales qui sont vraiment des créations de Canal, donc produites par Canal, qui sont diffusées sur Canal, etc. Et moi, dans mon spectre, j'ai les séries étrangères qui sont des acquisitions. Donc, des séries que Canal achète à des majors, à des ayants droit, et ensuite diffuse. Donc ça, c'est les deux typologies dont je m'occupe. Et en gros, moi, je suis chargée de regarder les séries, premièrement. Ça, c'est justement le processus. Du coup, le processus d'une campagne, comment ça se passe du début à la fin? Comment ça se passe du début à la fin? Alors, on me montre le line-up. Donc, je sais que potentiellement, dans 2 mois, il va y avoir la prochaine création originale de Canal+. Enfin, dans 2 mois. Dans 1 an, il va y avoir une prochaine création originale Canal+. Donc, moi, au début, je lis les scripts parce que c'est pas forcément tourné. Parfois j'ai accès aux épisodes, souvent j'ai accès aux épisodes assez rapidement, mais ça dépend de où on en est dans le travail de production de la série. Je la regarde, c'est la première étape. En fonction de ce que j'ai ressenti, donc il y a une analyse un peu éditoriale, je définis un positionnement, en tout cas je définis une cible, donc en fait quelle est la typologie de personne qui va être intéressée par ce contenu, par cette série. Est-ce que c'est du moins de 26 ans? Est-ce que c'est du 25-45 ans? Est-ce que c'est plus masculin? Est-ce que c'est plus féminin? Est-ce que, voilà, la typologie de cible. Et en fonction, je vais me dire comment est-ce que je peux communiquer. Et je suis en lien ensuite avec 2 agences. Une agence qui gère la partie créative et une agence qui gère la partie média. Parce qu'en gros, par exemple, quand on fait une campagne d'affichage dans la rue, il y a les gens qui font l'affiche en tant que telle, et puis les gens qui achètent l'espace qui permet d'afficher l'affiche. Donc, par exemple, dans le métro, c'est ce qu'on appelle une régie publicitaire. C'est une régie qui détient les espaces publicitaires, et donc faut les payer, l'espace. Donc, l'agence créative m'accompagne sur le processus de création de la campagne de pub, et l'agence média sur ce qu'on appelle un plan média, donc l'achat des espaces médias qui vont permettre donc d'afficher, pas quand il s'agit d'affiches d'une campagne d'affichage, mais aussi de mettre au cinéma un spot cinéma, de mettre à la télé un spot télé, etc., etc. Et donc toute cette campagne-là, je l'imagine autour d'axes de communication particuliers, ce qu'on appelle des axes éditoriaux, qui correspondent à des grands sujets ou des particularités, des avantages en fait, des avantages de la série. Donc je sais pas si cette série a un côté très cinématographique, je vais me dire comment est-ce qu'on peut mettre en avant. Par exemple, si on prend une série un peu concrète, par exemple le Bureau des légendes. Le bureau des légendes. Ou alors on peut prendre autre chose. Que je connais mieux. Oui. Je sais pas. Les Sentinelles, par exemple, la série qui sort, qui est sortie hier. Qui est sortie aujourd'hui. Hier. Les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est une série de guerre et avec un axe fantastique. Donc c'est une série, je vous fais le pitch rapide, on est dans la Première Guerre mondiale, la France est en train de perdre la guerre contre l'Allemagne, et donc du coup il y a un programme de recherche de l'armée française, un programme ultra secret qui va développer un sérum qui, à l'injection et seulement pour les gens qui le supportent, vont permettre de créer des soldats augmentés. Donc ils vont chercher des gueules cassées. Et ces gueules cassées-là vont devenir des super soldats, entre guillemets, donc qui sont plus puissants, plus forts, plus endurants, qui vont sauter plus haut, etc., etc. Donc en gros, je regarde cette série-là. Qu'est-ce que je me dis devant Sentinelle? Je me dis qu'il y a plusieurs axes. Premièrement, l'axe historique, parce que ça reste une série, même si la partie historique n'est pas vraiment véridique, entre guillemets. C'est très librement inspiré de l'histoire française, mais bon, ça reste quand même la Première Guerre mondiale, la France contre l'Allemagne, etc.
Donc il y a une partie très historique, des tranchées, des gueules cassées, des hôpitaux avec les soldats, enfin de la guerre quoi. Il y a une partie très fantastique avec ce sérum qui va être injecté, qui va créer des super soldats, un peu à la Captain America à la française. Et il y a une troisième partie où je vais me dire, il y a d'autres axes. En l'occurrence, dans cette série, il y a aussi une partie avec un speakeasy, un cabaret, avec un côté un peu sorcière qui va rentrer dans la tête des gens. Donc je vais me dire qu'il y a 3 axes différents, que quand je vais communiquer sur la partie guerre, ça va potentiellement intéresser une typologie de personnes. Mais en même temps, quand je vais communiquer sur la partie cabaret, speakeasy, il y a une partie de enquête aussi où la femme d'un des soldats va enquêter sur la mort fictive. En tout cas, elle pense que c'est la vraie mort de son mari. Donc ça, c'est un axe un petit peu plus intéressant pour une autre typologie de personnes. Donc, je vais définir ces axes-là et en fonction, je vais créer des assets, ce qu'on appelle des assets, donc des éléments de ma campagne de communication, et je vais orchestrer une campagne 360. Et en interne, chez Canal, je vais fournir les éléments qui vont permettre aux gens de communiquer. Ok, c'est trop intéressant. Et donc c'est assez complet en fait finalement. Et quand tu parles justement de communiquer à travers différents canaux, donc on sait que par exemple on voit les tableaux d'affichage Canal+ dans la rue, que ce soit à l'arrêt de bus ou même à la Fnac ou des trucs comme ça par exemple. Et donc comment est-ce que tu choisis justement les supports sur lesquels tu communiques? On parle de DOH, c'est des termes, c'est un peu plus le jargon un peu plus précis. Ouais. Il y a OOH aussi, t'as le digital, t'as les spots TV, t'as l'affichage, t'as la télévision. Enfin voilà, comment tu choisis quel support utiliser? Alors, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de trancher là-dessus. Notamment, premièrement, c'est la cible. Tu vas pas communiquer de la même manière pour aller chercher des moins de 26 ans que pour aller chercher des plus de 50 ans. Donc la cible, le budget, parce que évidemment les campagnes d'affichage national sont potentiellement plus chères que de l'investissement sur les réseaux sociaux ou que de la radio, par exemple. Et puis aussi le niveau entre guillemets d'investissement. Pas d'investissement. Oui, le niveau dans lequel on croit que la série va être bien ou pas, enfin va bien marcher ou pas. Le potentiel vraiment de la série. Sachant que toutes les séries sont hyper premium, mais il y a forcément des niveaux parce que parfois tu crois plus en une série qu'en une autre dans le côté mainstream. En tout cas, tu penses qu'elle va mieux marcher. Donc tout ça nous permet tous ces éléments nous permettent de sélectionner effectivement des canaux, des canaux de communication, ce qu'on appelle des médiums. Donc que vont être l'OH, c'est l'affichage, c'est de l'affichage en dur. C'est du physique, ouais. Ouais. Le DOH, c'est du Digital Out of Home. Et ça, c'est la vidéo. C'est de l'affichage digital en vidéo sans son de 10 secondes environ. Ce qu'on voit dans le métro, par exemple. Ce qu'on voit dans le métro, ce qu'on voit dans les réseaux Fnac Darty, ce qu'on voit parfois, je sais pas, dans les salles de sport, ce qu'on voit dans les Nicolas aussi, dans des bars. Il y a du DOH. Ensuite, il y a la partie audio, par exemple. Il peut y avoir de la radio, ce qu'on appelle l'audio on, l'audio off. Radio et aussi des spots sur Spotify, sur les plateformes, sur Deezer, etc. Il y a de la publicité. Il peut y avoir de la VOL, c'est de la vidéo online, c'est des pré-rolls avant les vidéos sur YouTube, Dailymotion, etc. Il y a de la partie social media, des réseaux sociaux. Bref, il y a plein de canaux et il y a une partie de canaux traditionnels plus ou moins, de la publicité traditionnelle, et après une partie un petit peu plus événementielle où là on va aller chercher de la publicité déguisée qui va être par exemple des événements dans la rue, des stunts, donc des cabanes dans la rue où il va se passer quelque chose, il peut y avoir de l'influence, il peut y avoir du brand content, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et quand tu parles de publicité, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien sûr que de la publicité qui est payante. On dit que c'est du paid, du coup, c'est pas de l'organique. Par exemple, moi, en tant que consommatrice, je suis sur Instagram, si je vois une publicité de Canal+, elle va être que en sponsorisé. Ouais. Ok, donc c'est que du paid. Ouais, c'est que du paid, c'est de la communication payante. Et après, il y a une partie
qu'on appelle owned, qui est de la partie organique, qui là va être une communication faite par Canal+, sur les réseaux organiques Canal+. Donc par exemple, ta publication Instagram, si elle vient de chez moi, c'est une publication sponsorisée, donc elle ne va pas rester dans le feed Instagram. En revanche, la communication sur le réseau social, enfin sur la page Instagram de Canal+, va rester, et ça c'est de la communication gratuite, c'est les équipes du digital qui ne vont pas payer pour cet espace-là, vu qu'ils ont déjà leur compte Instagram. Ok. Et là, sur une autre question, parce que du coup, au début, tu nous racontais que tu bossais pour les créations originales et les séries étrangères. Et moi, je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il y avait une différence de processus ? Parce que création originale, forcément, c'est intègre à Canal, et séries étrangères, vous achetez les droits ailleurs. Donc, quel est le processus, justement, et en quoi est-ce que ça diffère ? Alors, avec les séries étrangères, on a des valideurs, des personnes à qui on parle... une équipe en plus en fait, parce que quand on fait une campagne de pub pour la création originale, on a plusieurs équipes à qui on va faire valider notre campagne pour vérifier la véracité éditoriale du propos, la cohérence de la campagne, etc. Donc première équipe, c'est l'équipe éditoriale qui est en interne chez Canal+, qui est chargée du développement des programmes. La deuxième équipe, au-delà des validations évidemment internes de la hiérarchie, la deuxième équipe, c'est la production, ou les productions, les coproducteurs de la série. Et donc mais après on a une liberté, on a une grosse liberté éditoriale sur les campagnes de publicité des créations originales Canal+, parce que ça vient de chez Canal. Donc évidemment, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Entre guillemets, bien sûr, en respectant tout un tas de contraintes liées à la publicité et au secteur. Et les séries étrangères, par contre, il y a une production qui est externe, il y a ce qu'on appelle des ayants droit, c'est des équipes, je sais pas, si on achète la série à Sony, il va y avoir l'équipe de Sony qui va nous fournir les guidelines marketing, qui va nous dire voici l'affiche, techniquement vous êtes censé la réutiliser, vous pouvez l'adapter si vous le souhaitez avec tel et tel élément, mais il faut pas couper l'oreille de l'acteur principal, par exemple. Ça c'est une chose qu'on nous a déjà demandé. Et donc ça, il va falloir faire valider à toute cette partie-là pour vérifier que tout est OK de leur côté et qu'on respecte tout un tas de guidelines. Souvent, c'est par exemple des productions américaines où il y a beaucoup de choses à respecter. Mais ça peut être des productions anglaises, ça peut être... en fait, on peut aller acheter n'importe quel contenu. On a déjà eu des séries polonaises, finlandaises, ça existe, quoi. Donc, mais le process reste quand même un peu le même. De toutes les façons, tu fais une campagne 360, c'est juste les étapes un peu de validation qui diffèrent. Et parfois, et les gens budgets. à qui tu vas parler, voilà. Oui. Et t'as quand même un investissement qui peut être un peu aussi différent. Oui. Voilà. Bien entendu. Il fallait le dire. Et donc, moi, j'ai une question. Quelle est la campagne dont tu es le plus fier ? Ou alors, est-ce que tu as une anecdote justement un petit peu marrante d'une des campagnes sur lesquelles tu as pu travailler qui t'a le plus marqué ? Je vais reparler de Sentinelle, parce que je suis dedans. Mais la campagne de Sentinelle, c'est celle qui m'a le plus marqué au niveau créatif, parce qu'on a fait énormément de choses un petit peu différentes. On n'a pas fait de l'affichage comme d'habitude, uniquement classique. On a essayé d'aller chercher des procédés technologiques particuliers, de faire des opérations spéciales et de pas. En fait, c'était une campagne un peu énorme et créativement parlant, ça a été jouissif pour moi parce que j'ai eu énormément de liberté. Et en plus, je me suis très bien entendue avec les productions. Et puis, j'adore le contenu. En fait, c'est assez facile parce que quand j'adore la série, je comprends comment communiquer. Et donc, souvent, ça marche. Je suis fière de moi, in fine, quoi. C'est un peu plus dur et ça arrive, c'est subjectif. Il y a des contenus pour lesquels je suis moins fan, c'est normal. Et j'ai un petit peu plus de mal à développer une campagne pour laquelle je serais à la fin totalement convaincue, quoi. Donc ça, c'est une première campagne que j'ai adorée. Après, il y a une deuxième campagne que je trouve que j'ai adorée aussi, mais c'était à l'époque où je m'occupais des campagnes de marque Canal+. Donc pour les campagnes pour promouvoir la marque Canal+ en tant que telle, donc pas un programme particulier, juste Canal. Et c'est une campagne qui est sortie pour les 40 ans de Canal+ en novembre dernier.
où là on a fait un spot télé, ciné, enfin donc un spot de 2 minutes et aussi de 1 minute en fonction des formats sur les 40 ans de Canal+, à la manière d'un trailer, comme si on allait lancer une série sur les 40 ans de Canal+, sur comment a été créé Canal, etc. Et ça a été un spot assez laborieux à faire parce que plein d'archives, plein de contraintes juridiques, etc. Mais créativement parlant, la pub est magnifique. On vous invite à la regarder, elle est vraiment très très stylée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et regardez aussi les sentinelles, du coup. Exactement. Et justement, tout à l'heure, tu nous disais que toi aussi, ton rôle, c'était de travailler avec d'autres équipes de Canal+, comme on dit 360. Et du coup, quel est vraiment ton rôle avec les autres services de Canal ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu leur dois ? Mon rôle principal, c'est de vérifier la cohérence éditoriale. C'est-à-dire, je sais pas, demain, il y a une série, on a décidé que l'affiche devait être blanche et qu'elle devait s'appeler Coussin. Et puis, s'il y a une équipe qui met une affiche noire et qui l'appelle Oreiller, et c'est pas cohérent. Donc, je simplifie complètement, mais en fait, c'est plein d'informations qu'il faut donner aux gens. Et au-delà du titre et de l'affiche, parce que, c'est les 2 éléments principaux, entre guillemets, il y a tout un tas de choses à donner comme d'informations à donner. Je parlais des sentinelles tout à l'heure. J'ai décidé qu'un de mes axes de communication, c'était la guerre. Et il faut que je le dise aux autres équipes, parce qu'il y a des équipes qui vont le digital organique, qui va forcément parler des sentinelles aussi. Je sais pas, on décide de bannir un mot. Par exemple, une série où on décide que, en discussion avec la production, qu'en fait, il ne faut pas utiliser le terme science-fiction parce qu'on a décidé que ce n'était pas de la science-fiction. On a décidé que c'était un genre fantastique. Et il faut éviter qu'il y ait des gens qui utilisent le mot science-fiction parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut prévenir les équipes qui vont faire les communiqués de presse, les dossiers de presse, qui vont être en relation avec les journalistes, qui vont faire les articles, qui vont... Enfin, tout un tas les mails, les newsletters, de ne pas utiliser ce mot, science-fiction. Donc, toi, tu chapeautes quand même un peu toutes les équipes. C'est toi qui vas livrer tous les assets de ta campagne aux autres équipes. Pas tous, mais en tout cas, je vais donner les informations nécessaires au bon déroulé à la cohérence de la communication 360. Donc, toutes les équipes qui sont impliquées dans la com et pas essentiellement publicitaires. Il y a des équipes qui font de l'autopromotion, donc c'est la promotion de Canal, des programmes Canal sur Canal, donc par canal. Et là, il faut qu'elle respecte une cohérence éditoriale. Quand on prend la parole, on décide de pas raconter telle ou telle chose à un tel ou tel moment et de respecter une chronologie. Et il faut que toutes les équipes la respectent parce que sinon, ça ne marche pas. Par exemple, une affiche, quand elle est sous embargo... ça veut dire quoi, du coup, embargo ? Embargo, ça veut dire qu'on va donner une date et qu'il ne faut pas la révéler avant cette date-là. Donc, en gros, on va dire il ne faut pas que l'affiche soit montrée, diffusée, publique avant le 2 novembre. Si tu as une équipe de Canal+, qui lance un mail le 28 septembre, et ça fait plouf dans l'eau. Ouais. Et puis, c'est tout ce qui se passe, quoi, en gros. Okay. Donc, je vérifie tout ça. Donc, t'es un peu le chef d'orchestre. C'est très stylé. C'est exactement ça. Et justement, pour être responsable de com, donc pub, quelles sont les compétences à avoir un peu si un jeune un peu t'écoutait, du coup, il voulait se lancer là-dedans ? Moi, je pense qu'il faut faut aimer la création. Parce que même là, on parle de contenu, donc forcément, faut aimer les contenus. Mais on peut aussi, quand on peut faire de la publicité de fromage sans pour autant adorer le brie, si tu fais la pub d'un brie. En fait, il faut juste aimer la créativité et l'objet publicitaire et ne pas avoir de préjugés. Il y a beaucoup de gens qui disent à la pub, il y en a plein partout, et puis en fait, ça dépend comment elle est faite. Mais tu peux faire une pub magnifique parce qu'elle veut dire quelque chose. Et puis tu peux faire de la pub pour des choses pour des choses très éthiques aussi, et ça va permettre de faire avancer. Et moi je trouve que ce que j'adore dans la pub, c'est qu'il y a un côté très créatif. C'est un objet en tant que tel de créativité. Donc moi je pense qu'il faut d'abord aimer ça. Ensuite il faut être assez curieux.
parce que l'idée c'est justement de découvrir tout un tas de choses, de découvrir des nouvelles manières de faire de la pub, mais aussi de s'intéresser à ce que les concurrents font pour aller toujours faire autre chose, évidemment, pour pas que les gens se lassent. Et puis faut être assez polyvalent parce que tu es en contact avec plein de monde. En tout cas, dans le métier que je fais, t'es en contact avec tellement de gens. Il faut être hyper organisé pour se rappeler de ce que tu as dit à qui et de si tu as pas oublié de dire des choses à des gens. Mais il faut aussi s'adapter à énormément de relationnel parce que tu vas parler à des acteurs aussi, tu vas parler à des agents, tu vas parler à des prods, tu vas parler en fait à tellement de gens différents qui ont des objectifs différents et des enjeux différents qu'il y a vraiment un côté relationnel à avoir. Et bah écoute, merci pour ces conseils et surtout j'aime bien quand tu parles justement du côté un peu créatif et artistique un peu de ce poste et notamment, enfin moi ça me touche un petit peu plus parce que moi je suis la plus artistique des deux entre India et moi et d'ailleurs on va parler maintenant aussi du coup de ta deuxième casquette qui est même encore plus artistique et parce que tu fais aussi de la musique sur le côté. Ouais. Et donc je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de ton projet musical et en fait ça fait combien de temps que t'es dessus et qu'est-ce que t'aimerais en faire? En fait, la musique, ça a toujours été mon plan A, donc c'est compliqué pour moi de l'avouer, mais c'est effectivement c'est ma deuxième casquette, mais dans l'idée, moi, j'aimerais bien en faire dans ma vie ma principale activité, même si j'adore la pub, bien sûr. Et du coup, j'ai lancé un projet musique où je suis auteure, compositrice, interprète. Projet éponyme qui s'appelle Camille Eno, ENO, ouais. Disponible partout. Allez tous follow. Allez tous follow. Et j'ai monté ma boîte de prod pour m'autoproduire il y a 2 ans à peu près. Et j'ai lancé le projet. Alors, le projet, ça veut tout et rien dire. On dit qu'il y a un projet musique parce qu'en fait, c'est juste pour expliquer... Enfin, pour ne pas dire je suis chanteuse. Globalement, je suis chanteuse, j'écris de la musique et je les mets sur les plateformes. Globalement, c'est ça. Mais un projet... Répondu à la question. Non, mais un projet, c'est tout ce qui est autour de la musique. Parce que quand tu fais de la musique, quand t'es artiste indépendante, c'est mon cas. Parce que je suis pas suivie par un label, du coup. Ma boîte, c'est ma propre boîte à moi. Il faut faire de la musique, il faut l'enregistrer, il faut la faire mixer, la masteriser. Donc forcément, tu travailles avec des gens, mais après, il faut réfléchir à ta communication, à la pochette, à l'identité visuelle, à... Est-ce que tu vas faire un dossier de presse pour aller contacter des journalistes ou des radios? Comment est-ce que tu vas faire un clip? Donc, quelle boîte de prod tu vas aller contacter, etc. Donc, en fait, c'est des milliers et des milliers de métiers, finalement, être artiste indépendante. Donc, tout ça est englobé sous le nom de projet. Mon projet. Et je l'ai lancé il y a 2 ans, bientôt, il y a 1 an et demi, en mars pas l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus quelle année on est, en mars 2024. Et là, j'ai sorti un EP en novembre dernier et je suis sur le 2e EP. Génial, trop bien, bravo. Donc il y a plein de musique partout et puis après j'essaie de faire des concerts et voilà, ça reste compliqué parce que c'est un 2e métier, ça pourrait être un travail à plein temps, mais oui, ça allait être ma question justement, comment tu fais pour jongler entre avoir un métier full time toute la journée qui prend quand même pas mal de temps et d'investissement et d'énergie et à côté justement essayer de vivre ta passion le plus possible. Je dors pas. Ouais. Non, mais je le fais le soir, le week-end, les vacances. Et puis c'est compliqué parce que c'est un peu tout le temps dans ma tête, donc en fait je fais que y penser. Et c'est là le côté un peu pervers qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que parfois j'ai des journées où j'ai pas le temps de faire de la musique. J'ai pas le temps de faire quelque chose, en tout cas, qui va faire avancer le projet. Et quand je dis quelque chose, ça peut être envoyer 2 mails et demi. Mais dès que j'ai pas le temps, je culpabilise le soir parce que je me dis, oh là là, mon Dieu, j'ai raté ma vie, c'est horrible. Et psychologiquement, c'est ça qui est le plus compliqué, surtout quand t'es plus ou moins seule. Même si je suis entourée de plein de gens, je dis que, mais je suis pas soutenue par des entités, je suis pas soutenue financièrement, c'est moi qui produis moi-même mon projet. Donc, en fait, Canal me permet aussi, mon métier, de vrai métier entre guillemets, me permet de financer mon 2e métier pour le moment parce que j'arrive pas à en vivre autrement. Donc c'est jongler entre les deux et puis c'est beaucoup d'heures de sommeil effectivement
non remplis, et beaucoup de moments où je fais ça au lieu d'aller au café avec mes copains, quoi. Ouais, bah en tout cas, t'as l'air d'aimer beaucoup les deux, ce qui est trop cool. Et pour revenir du coup à ta première casquette chez Canal, si t'avais un conseil à donner pour les jeunes qui aimeraient faire ton métier, qu'est-ce que tu leur donnerais? Eh bah ouais. Qui aimeraient faire mon métier, qu'est-ce que je donnerais aux gens qui aimeraient faire mon métier? Un conseil. Voilà, aux gens qui aimeraient faire mon métier, ne pas skipper les pubs, par exemple, à la télé ou au ciné. Moi, quand je regarde, quand je vais au cinéma, je ne vais jamais à la séance à l'heure pile parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir des jolies pubs au ciné et de m'asseoir et de regarder. Et par exemple, une marque qui fait des publicités absolument splendides, c'est Intermarché. Et ben Intermarché, toutes les pubs. J'allais en parler. Ouais. Toutes les pubs ensuite font le tour des réseaux, mais en fait il y a plein d'autres pubs qui n'ont pas cette notoriété-là, qui sont absolument magnifiques. Apple fait des publicités absolument magnifiques aussi, et donc c'est de s'intéresser, c'est de pas aller aux toilettes entre dans la pub de ton programme de télé-réalité en fait, ou un truc comme ça, quoi. Et puis de regarder, en fait. Si t'es intéressé par la pub, faut déjà regarder ce qui se fait. Donc, regarde les affiches dans la rue. Ne skip pas forcément tes stories Instagram quand t'as de la pub. Et intéresse-toi et nourris-toi. Et c'est comme ça, c'est en se nourrissant que tu vas découvrir vraiment ce que c'est, en fait. Ok, je trouve ça trop cool. Voilà. J'adore le mot nourrir. Je trouve ça trop hyper... figuratif, quoi. J'aime trop. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai posé toutes mes questions que je voulais. Je pense que India aussi. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce métier. Bah, avec plaisir. Qui existe quand même dans pas mal d'entreprises, je pense. Mais d'un autre côté, on connaît pas vraiment en détail ce que c'est. Et bah écoute, trop hâte. Maintenant, moi, je commence à regarder les pubs maintenant, parce que voilà, j'ai une nouvelle passion débloquée. Et bonne chance aussi pour la musique. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à vous deux.